Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons aborder donc un domaine que je n'ai pas encore vu sur ma chaîne, mais qui est bien connu des gens qui font de la sécurité informatique, c'est le domaine du reverse. Alors le reverse, c'est quoi? En quelques mots, le reverse, c'est un peu comme si vous nous donnez un objet, mais qu'on ne vous donnait pas le mode d'emploi et qu'on ne vous disait pas comment est-ce que cet objet-là a été construit. Donc en gros, voilà, comment est-ce qu'il fonctionne, etc. Donc en gros, c'est tiens, voilà l'objet, démarre-toi. Alors c'est un domaine qui est utilisé, voilà, c'est à des faits parfois légaux, parfois pas très légaux. Par exemple, typiquement, quand un concurrent pardon, sort un produit, il y a des boîtes en fait qui achètent le produit en question, qui l'analysent un petit peu pour voir comment il fonctionne, comment ils l'ont conçu, etc., voir ses défauts, etc. Essayer de ressortir une copie pour essayer de le revendre, et voilà quoi. Donc voilà, il y a des pratiques parfois pas très très légales qui sont un peu basées sur justement de la rétro-ingénierie, comme on appelle ça. Euh, donc voilà. Et dans le cadre, je dirais, informatique, parce que bon, ici, surtout ce qui nous intéresse, forcément, c'est ce cadre-là, je dirais que le domaine le plus connu, c'est tout ce qui est donc reversing de malware. Pourquoi? Parce que, évidemment, quand vous avez, donc, quand vous analysez ce genre de saloperie, bien évidemment, le développeur en question du malware ne va pas vous fournir gentiment le code source. Il ne faut pas déconner. Et tiens, voilà, il y aura le virus. Il faut déjà arriver à choper le virus en question et en fait analyser donc le client en question pour essayer de comprendre le fonctionnement du truc, quoi. Donc clairement, le reverse, tout ce qui est analyse de malware, et voilà, vous n'y échapperez pas. C'est vraiment le domaine à maîtriser pour ça, quoi. Bon, ici, on va pas encore aller jusque-là. Bon, on va pas faire du reverse de malware. Si jamais un jour j'ai un meilleur niveau dans ce domaine-là, pourquoi pas? C'est le genre de truc qui pourrait être intéressant, je pense, à montrer. Je pense qu'il n'y a pas énormément de doc en France, en tout cas, à ce niveau-là. En anglais, sûrement, hein, ça, clairement. Mais, si, d'ailleurs, j'ai lu un bouquin il y a pas si longtemps, je crois que le bouquin de Paul Rascaneres, pardon pour le nom si je prononce mal, mais qui est assez intéressant, qui justement est en français, qui explique un petit peu la base de tout ça. Bon, voilà. Euh, voilà. Donc ici, en fait, on va pas du tout reverser un malware, on va faire simplement un petit programme, enfin, on va reverser un petit programme que j'ai fait, programme ultra classique, hein, qui tout simplement demande un mot de passe. Donc c'est du vu, du revu et du revu. Et forcément, c'est moins de passe mauvais, on vous envoie chier, non, mauvais flag, désolé. Donc le but du jeu, vous l'aurez deviné, ce sera de trouver le bon mot de passe. Euh, donc voilà, pour ça on va utiliser donc, ce qu'on appelle un désassembleur. Donc un désassembleur c'est quoi? C'est un programme qui va en fait simplement lire le code binaire. Donc, le code binaire c'est vraiment le code qui est exécuté par le processeur, hein. Ça, je crois que je vais expliquer dans une autre vidéo. C'est vraiment le code que le processeur va lire. Bon, évidemment c'est vraiment une suite d'octets, hein, donc il faut pas, voilà, c'est pas très compréhensible. Euh, Après voilà, il y aurait moyen en lisant de la doc etc de dire voilà de savoir que voilà telle suite d'instructions, enfin telle suite d'octets ça fait telle instruction. Et en fait, c'est ce que fait des assembleurs grosso modo, quoi. Vraiment, il lit le code binaire et il vous refourgue ça sous forme plus humaine, qui est donc le langage assembleur, qui en fait, le langage assembleur, c'est vraiment une traduction humaine. À la place d'avoir l'octet 33, puis l'octet 47, et puis l'octet 5B, etc., on va vous dire, par exemple, c'est un jump. Voilà. Jump, voilà, vous comprenez mieux que si vous voyez ces trois octets-là dans votre code, quoi. Donc voilà, ça c'est un désassembleur. Bon, dans les désassembleurs connus, enfin, ce que je vais utiliser en tout cas aujourd'hui, c'est Radar 2. Alors quand j'ai Radar 2, je vais utiliser plutôt une interface graphique que j'ai ajoutée à Radar 2, parce que Radar 2 c'est un désassembleur en ligne de commande, mais il existe des interfaces graphiques, et l'une d'elles c'est Cutter. Et c'est celui-là que j'ai utilisé donc, actuellement pour la vidéo. Alors je voulais utiliser au départ Ghidra, donc Ghidra c'est le désassembleur, enfin, désassembleur qui a été sorti il y a quelques mois par la NSA. Alors je sais que ça fait peur quand on dit NSA, en général on se dit oula, ouais, on va m'espionner, etc. Peut-être, ouais, mais très sincèrement j'en doute parce que voilà, c'est déjà c'est un code qui était, enfin c'est un programme qui était réalisé en open source. Donc j'ai envie de dire, s'ils avaient foutu un malware dans le truc, ça se serait vu. Et secondo, c'est un peu con, enfin je veux dire, c'est vraiment la communauté en question qu'il faut pas toucher, quoi. Je veux dire, c'est justement des gens dont le métier en général
touche de près ou de loin à tout ce qui est reverse de malware, etc. Donc, foutre un malware dans ce programme-là et le mettre en open source, il faudrait être un peu débile. Ça veut dire si vous voulez saboter votre réputation, ouais, c'est le meilleur moyen, quoi. Mais je pense pas que la NSA a envie de saboter déjà la réputation, qu'elle n'a pas très bonne déjà en ce moment. Donc voilà, je pense pas que bon, à cette connerie-là de foutre un backdoor, enfin de foutre une backdoor le programme en question. Enfin bon, bref, ça c'est pas le débat en question. De toute façon, ici on va pas utiliser ça, mais voilà, sachez que l'Hydra existe. Et l'avantage c'est que bon, c'est du Java, donc enfin, désolé pour ceux qui n'aiment pas le Java, mais voilà. Mais au moins c'est multiplateforme et c'est gratos. Parce que l'autre inconvénient, c'est que jusque-là, il y avait surtout AIDA. Donc, AIDA, c'est un peu le programme phare de ces dernières années dans le domaine en question, avant l'Hydra. Le seul point d'AIDA, d'ailleurs, c'est belge. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, ah tiens, et c'est marrant. Mais bon, bref, mais le problème d'AIDA, c'est que c'est super cher en fait. Voilà, c'est déjà la licence en elle-même, je crois, le programme en lui-même coûte déjà un petit peu. Mais en plus de ça, voilà, par architecture, parce que ouais, le truc donc supporte forcément plusieurs architectures, donc ouais, 3D bits, 8 ARM, C86, enfin tous les architectures classiques et les plus exotiques parfois. Mais en gros, je crois que c'était 3 ou 4 000 euros, dollars plutôt, par architecture. Donc autant vous dire que pour avoir toutes les architectures disponibles, il fallait payer 30 à 40 000 euros, quoi. Pour une entreprise et une ou deux licences, ça peut encore aller. Pour un particulier, clairement, 40 000 euros, bon voilà, c'est... Non. C'est un peu trop. Donc voilà, c'était un peu le problème de l'AIDA qui était ultra cher. Donc ici, ce qu'on va utiliser, c'est Cutter. Ouais, Radar 2 avec comme interface graphique Cutter. Donc on va lancer notre petit Cutter. Hop, on va sélectionner le programme. Non, non, non. Et voilà, on se retrouve déjà devant donc du code assembleur. Alors, ici, vous voyez que bon, ici on a déjà la vue globale donc, du code, donc vraiment voilà, les instructions mises l'une à la suite de l'autre, quoi. Voilà. Alors, moi, ce que je vais utiliser, c'est plutôt ce qu'on appelle le graph view, qui permet grosso modo de présenter le code assembleur sous forme de bloc. Et l'avantage, c'est donc d'avoir un graphe. C'est-à-dire que voilà, quand vous ferez par une condition, vous aurez donc ici, en fait, c'est un peu représenté ici aussi sous forme d'ASCII art, mais bon, je trouve que c'est plus visible dans le graph view. C'est que voilà, vous saurez que tel bloc, telle condition va pointer sur tel bloc. Et c'est donc plus facile, enfin, vous avez des petites flèches qui vous indiquent, donc voilà, si c'est vrai, si la condition est remplie, ça va sur tel bloc, sinon ça va sur tel bloc. Même chose pour les boucles, donc c'est-à-dire que voilà, si vous avez une boucle, et vous voyez que voilà, à partir de tel bloc, hop, on fait une boucle et on revient sur tel bloc. Et donc ça c'est plus facile à suivre, voilà, c'est plus facile de suivre le cheminement hein, je trouve via GraphView que directement en assembleur comme ça. Alors bon, encore une fois, je fais du reverse sur des petits programmes. Si j'avais un truc qui faisait des millions de lignes de code et que j'avais des fonctions absolument énormes, peut-être que le GraphView deviendrait un petit peu genre compliqué à suivre. Ouais, je pense que bon, là ça partira un peu dans tous les sens et que bon, ça sera un petit peu chaud pour suivre le truc, quoi. Mais bon, jusqu'à présent, ça me suffit largement, j'ai pas besoin de plus. Donc le GraphView, c'est ça. Alors ici, on voit la fonction main qui au final ne change pas trop. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand chose dedans, donc forcément, on ne va pas afficher grand chose. Mais on peut déjà avoir un truc intéressant, c'est que la fonction main va faire appel à une fonction qui se nomme getFlag. Et en général, quand vous avez getFlag dans une autre fonction, surtout si le programme en question est un programme pour un challenge, j'ai envie de dire que bon, cherchez pas midi à 14h, votre flag il est là-dedans, quoi. Donc on va aller voir la fonction getFlag, hein, on va aller la voir. Et là par contre on voit déjà qu'on a donc une présentation un petit peu plus, comme je vous l'ai dit, donc avec des flèches qui partent en fonction de est-ce que la condition est remplie ou pas. Et donc voilà, on voit qu'on a un ensemble de conditions pour arriver finalement à deux je dirais deux blocs. Là, si jamais, j'imagine que si jamais le mot de passe est bon, et l'autre si jamais le mot de passe est mauvais, quoi. Le but du jeu va être de trouver le mot de passe en question. Alors évidemment, l'exercice le plus facile que j'aurais pu faire, ce serait de mettre le mot de passe clairement au clair dans le programme,
Le hic, c'est que ça serait, en fait, ça se serait retrouvé dans des données statiques du programme. Et donc, en faisant même en n'ouvrant pas des assembleurs et limite en ouvrant le fichier avec n'importe quel éditeur de texte, j'aurais pu à la limite voir le mot de passe et c'était validé, quoi. Bon, c'est pas super intéressant à montrer. Donc ici, j'ai fait un programme légèrement plus dur. Et légèrement parce que voilà, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas le programme du siècle, là, c'est vraiment un truc à la con. Mais c'est déjà un peu plus complexe. Là, il faut faire un peu de reverse, quoi. Donc en fait, le truc, c'est qu'on a un mot de passe, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Et ici, on voit déjà qu'on a des variables. Alors, des variables qui, grosso modo, représentent chaque caractère du mot de passe. Parce que déjà, on voit plus ou moins, bon, déjà, c'est char ici, on voit char S. Et on voit à chaque fois plus que c'est un octet. Donc, un caractère, un octet. Donc, en fait, on peut déjà déduire ici que si on compte, ça là ne fait pas partie donc, de la chaîne de caractères, hein, donc c'est ici jusque-là. Donc, on peut compter qu'on a 8 variables, donc on suppose que le mot de passe ferait potentiellement 8 caractères. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est que dans un terminal, je vais simplement indiquer, je vais faire echo E. Alors pourquoi je fais echo E? Juste qu'en fait, on va pas mal chipoter avec de hexadécimal, et comme j'ai pas envie de me faire chier à faire la traduction, faire un petit echo et préciser -E, ça veut dire que si jamais je lui précise de l'hexadécimal, il va directement me le traduire en ASCII. Ça me permettra donc de ne pas me faire chier à devoir traduire. On va aller voir une table ASCII pour essayer de... Après bon, il y a sûrement moyen de faire ça directement peut-être dans Radar 2, mais bon voilà, j'utilise assez peu finalement le genre de programme, donc voilà, désolé, je sais que je vais me faire taper sur le doigt par les Sideway et tous les autres qui sont parfois meilleurs que moi domaine, mais bon voilà, bref. De toute façon, le programme ici, pour vous montrer toutes les fonctionnalités de Radar 2, c'est vraiment juste de vous montrer un petit exemple de River. Donc voilà, donc on peut déjà déduire que notre mot de passe fait 8 caractères, donc on va essayer de savoir, bah oui, quel caractère il faut taper pour avoir le bon mot de passe. Bon, déjà, premier truc, ici on voit qu'on fait déjà des comparaisons. Alors, des comparaisons, surtout quand c'est sur un caractère, sur le char, quoi, bah, c'est quand même toujours intéressant. Donc ici on va déjà essayer de repérer un peu toutes les comparaisons qu'on trouve. Et la première, ça va faire ici du bloc en question, et on nous dit grosso modo, ce que nous allons taper dans le pipe pointé donc par la variable S, qui est le premier caractère de notre chaîne, on va placer ça dans EAX, et on va comparer, alors ici la partie basse, mais bon, ça ne change pas grand chose que ce soit, je crois, EAX ou chose, mais bon, ici on voit. En fait, la partie basse, c'est le dernier octet de X, quoi, c'est le faible, qui est tout à droite, si vous voulez. Donc en gros, EAX, c'est 4 octets, et EAX représente en gros l'octet tout à droite. Et on compare à 31. Alors 31, je précise bien en hexadécimal. Encore une fois, ici, tout sera en hexadécimal, donc pas du décimal, donc c'est bien de l'hexa. Et donc 31 en ASCII, Radar 2 même nous le dit, ça il est sympa, et A en caractère. Donc, en gros, c'est A. Donc on peut supposer que notre premier caractère c'est A. Donc on va changer notre mot de passe, premier caractère A. Ensuite, alors ici, on voit que alors, var donc 21, alors, pour rappel, 21 ici c'est le dernier caractère de notre chaîne. Et on voit que dans le dernier caractère, on place, enfin, on va le comparer à 0A. Alors 0A, enfin ici le 0 n'est pas indiqué, mais grosso modo c'est comme si il y avait un 0 devant, quoi. 0A, grosso modo, ça correspond à un enter. Donc en gros, c'est, voilà, tu vois dans la chaîne de caractères, il faut un caractère de fin de chaîne. Pour un string copy, c'est un byte, donc 0,0. Mais pour un scanner, par exemple, ou un fget, c'est un enter. Donc en gros, c'est 0A ou 0B. A ou B, quoi, en hexadécimal. Donc en gros, le dernier caractère, comme on pouvait le supposer, et si on a fait un peu de C, le genre de truc qu'on va savoir, le dernier caractère, c'est un enter, tout simplement. Donc en fait, on ne va pas vraiment le représenter dans notre code, enfin dans notre password. On va supposer que forcément à la fin, on appuiera sur enter, donc on va virer le caractère en question. Donc en fait, c'est 7 caractères imprimables, donc visibles, affichables, plus le enter, qui fait 8 caractères au tout. D'où les 8 variables.
Donc ensuite, on passe enfin, je dis caractère suivant, mais c'est pas tout à fait exact, parce que ça peut très bien ne pas être le caractère suivant, ça peut être un autre caractère. D'ailleurs ici, on voit que c'est donc var 26. Donc var 26, si on regarde plus haut, ça correspond en fait au troisième caractère, pas au deuxième. Et var 26, alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on va donc le mettre dans EAX. On va placer donc la valeur donc, de la variable S, qui est le premier caractère, qu'on va la mettre dans EDX. Et ensuite qu'on va ajouter à EDX 35. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la valeur donc, du premier caractère, on va ajouter 35. En hexa, toujours. Hein. Et ensuite on fait une comparaison entre EX et EDX. Donc en fait on peut supposer que notre troisième caractère vaut la valeur du premier caractère plus 35. En hexa. Hein. Donc le premier caractère c'était quoi? Bah, c'était, je crois que c'était A en chiffres. Donc c'est 31 en hexadécimal. Donc c'est 31 en hexa plus 35 en hexa. Il nous donne, je crois, 66 en hexa. Et donc ici, on va mettre 66, et c'est le troisième caractère. Vous allez voir ici, par exemple, que si je tape Enter, le 66 va être interprété en caractère A, B, C, D, etc. Ici, c'est F. Donc voilà, on a notre troisième caractère. Vous savez que le var 26, c'est F. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on va placer donc, la valeur qu'on va mettre dans 23. Alors, 23, c'est je crois que c'est l'avant-dernier, donc c'est le cinquième, je crois, caractère. On va le mettre donc dans EDX. Ensuite, 26, donc le troisième caractère, donc le F là qu'on vient de trouver, on le met dans EAX. On bouge EAX dans ECX. Alors là, par contre, j'ai pas très bien compris pourquoi il faisait ça, parce que en gros, alors CHR, je crois que c'est pas certain, mais je que c'est faire un décalage par la droite. Je sais plus s'il récupère le bit de revenu ou pas. Enfin, je suis pas certain de ce que je raconte. CHR, il faudrait que je. Ou SHR, pardon, pas CHR. Et surtout, en fait, le truc que je comprends pas, c'est que le résultat va donner 0, puis ensuite il va ajouter 0 à EAX. Donc en gros, EAX ne va pas changer de valeur. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? J'en sais rien, mais bon, voilà. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est l'instruction suivante. C'est SAR ALE. Alors, SAR, ça par contre, je sais ce que c'est un décalage vers la droite. Alors, un décalage vers la droite, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que si vous aviez le code binaire, je sais pas moi, ceci par exemple, là, en fait, vous décalez toutes les nombres binaires d'un rang vers la droite. Donc en gros, ça deviendra 0, 1, 1, 1, 0. Et le 1, en fait, va sauter. Enfin, il va se retrouver, je crois, dans un flag qui est le flag de revenu ou un truc du genre. Puis après, à vous de décider si vous l'utilisez ou vous l'utilisez pas, quoi. En gros, le décale tous les bits d'un rang vers la droite. Et en gros, décaler les bits d'un rang vers la droite, ça correspond à quoi? Ça correspond en fait à. Voilà, si vous avez 2 exposés en 6, en fait, vous n'aurez que 2 exposés en 5. Ça correspond grosso modo à diviser par 2. Parce que vous reculez, enfin, vous faites reculer d'un exposant, enfin, vous enlevez un exposant, donc vous divisez par 2. Donc en gros, si on suit la logique du programme, on fait un décalage d'unité sur AL. Donc AL, pour rappel, c'est le troisième caractère, donc F. Alors F, ça valait quoi en hexadécimal? Ça valait 66. Quoi en hexa? Donc on divise 66 en hexa par 2. Et on donne toujours en hexadécimal 33. 33, alors ça je sais de tête parce que voilà, je sais que dans le range 30 à 39, c'est les chiffres. 33 en fait c'est le chiffre 3. Caractère. Donc ça veut dire que notre cinquième, enfin non pardon, notre sixième caractère, pas le cinquième, notre sixième caractère c'est un 3. Donc hop, et le sixième caractère c'est un 3. Ou si vous voulez 33, mais vous allez voir que ça fait 3. On continue.
Alors ici par contre, voilà, aucune surprise parce que bon, on va placer donc ce qu'on va taper dans le deuxième caractère, on va le mettre dans EAX et puis après on va le comparer à 06E. Enfin 6E, pardon. 06E. Et en fait, bah oui, c'est juste une comparaison directement avec le caractère en question. Et le caractère, radar de nous le donne d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, c'est N. Donc en gros, on sait que le deuxième caractère c'est un N. Donc voilà, là c'est vraiment très simple, c'est juste une bête comparaison, il n'y a même pas d'addition, ni de soustraction, ni aucune opération mathématique, quoi que ce soit. Et voilà, la lettre c'est N, et puis voilà. Donc voilà, pour l'instant on a ça comme lettre de notre mot de passe. On continue. Alors, var25, donc 25 c'est le quatrième caractère, si je ne m'abuse. Donc on le place dans la valeur qu'on va entrer dans cette variable-là, on va le mettre dans EAX. La valeur du premier caractère, on le met dans EDX. Et puis ensuite, on va enlever une unité de EDX. Donc enfin, on va juste faire -1, quoi, tout simplement. Donc si je me rappelle bien, le premier caractère c'était 1, donc c'était genre 31 en hexadécimal. On enlève 1, donc ça devient 30 en hexadécimal. Et 30 en hexadécimal, ça je sais aussi ce que c'est tout simplement le chiffre 0. Et ça, c'était notre quatrième caractère. Ici, 30 en hexa, ce qui nous donne donc 0 en ASCII. Voilà, donc déjà plus que 2 caractères. Donc ça va vite. Hein. Alors, étape suivante. Alors, on prend, donc, alors là, c'est voilà, l'avant-dernier caractère, si on prend en compte le enter, mais grosso modo, c'est le dernier caractère de notre chaîne de caractères avant le enter. Bon, on s'occupe plus du enter. Hein, donc, on va dire ici que c'est notre dernier caractère affichable dans notre mot de passe. On place dans EAX. En 25, si je me rappelle, c'était le quatrième caractère qui était donc justement le précédent qu'on a trouvé qui était donc 0, 30 en hexadécimal, si je me souviens bien. On met dans EDX. Ensuite, ce qui est dans la partie basse donc du EDX, donc dans DL, on la place dans ECX. Ensuite, le premier caractère, donc byte ici, S la phase qui est mis donc dans le premier caractère en place de EDX. Et ensuite, on additionne les deux. Donc en gros, ça veut dire que le quatrième caractère de 0, donc 30 en hexadécimal, est additionné au premier caractère. Ouais, premier caractère. Donc c'est 30 en hexadécimal plus 31 en hexadécimal, ce qui donne donc. Alors, ouais, alors, non, c'est pas 61, attention. Euh, si, si, pardon, c'est 31 en hexadécimal. Et en plus de ça, on ajoute encore, donc ça, voilà, donc on ajoute, donc l'opération ça fait 61, donc il y a 61 en hexa dans EDX, et opération suivante, on rajoute encore 2 à EDX. Donc en gros, EDX qui vaut, en hexadécimal, vaut maintenant 63. Par contre, je ne sais plus tout ce que ça fait comme on va voir. Hein. Et donc ça, c'est notre dernier caractère, je crois. Hein. Et ça vaut 63. Voilà, donc c'est assez. Donc voilà, là je pense que déjà certains d'entre vous auront deviné quel est le mot de passe. Hein. Là, je pense que là c'est assez visible. Mais bon, on va faire comme si on ne connaissait pas le dernier caractère et on va essayer de le trouver. Donc en plus le dernier, c'est, enfin, vous dire, c'est pas très compliqué, c'est juste quoi, c'est une étape un petit peu plus longue que les autres, mais il n'y a vraiment pas de quoi casser pas de canard. Il n'y a moins que des additions, des soustractions. Génial quoi. Donc le dernier caractère qui est donc le cinquième, je crois. Donc voilà, on va passer ça dans EAX. Ensuite, on prend notre deuxième caractère, on met dans EDX. Ensuite, ce qui est dans EDX, enfin, dans la partie basse de EDX, donc DL, va dans ECX. Donc il faut suivre. Hein. Donc là, on a valeur N, N je crois que c'était 6E. Alors, ce que je vais faire ici, par contre, attendez,
déplacer parce qu'ici il y a un petit calcul à faire, donc on va faire un petit. Donc on a 6E, hein, plus, si je me sais bien, donc, ah non, ça pas, oui, pardon. Donc non, le troisième caractère, donc ce qui était donc le F, ouais, mais je sais plus la valeur 36, on place ça dans EDX, et ensuite on retire ça de ECX. Donc on a 6E moins 66, toujours en hexa, hein, ça. Ici c'est moins 0x6. On replace la valeur du deuxième caractère dans EDX. Donc je crois que c'est 6E qu'on remet dans EDX. Et cette fois-ci, on l'ajoute à ECX. En gros, ici, on fait un plus 0x6E. On replace donc la valeur du troisième caractère dans EDX. Et on refait une soustraction. Donc en gros, ici, c'est de nouveau moins 0x36. Et ensuite, alors on place la valeur donc, du dernier caractère avant le pointer, hein, dans EDX. Et là, on fait par contre une addition. Alors, le dernier caractère, c'était un C. Regardez. On a 0x63. Ici, en fait, on fait plus 0x63. Nous donne, alors ici, par contre, ça va nous donner un nombre décimal. 115. 115 115 en hexa, ça me donne 73. Donc, le dernier caractère de notre chaîne, en hexa, c'est 73. Hop. Et voilà, donc ça, si on ne s'est pas trompé, et je pense qu'on ne s'est pas trompé, parce que bon, je pense que le mot veut tout dire, hein, si on ne s'est pas trompé, c'est dans le mot de passe. Donc on va tester, hop, on exécute notre programme, on tape le mot de passe, donc 1NF0S3C. Alors pour ceux qui n'auront pas compris, bah, c'est FOSEC écrit en lead speak, hein. Donc voilà. C'est pour ça que je me suis dit que bon, quand il manquait le S, ben, je me suis dit, bon, à mon avis, vous avez compris où je voulais revenir. On teste, et là, on nous dit bravo, t'as le bon flag. Donc effectivement, c'était bien le flag question. Donc voilà, là on vient de reverser le programme en question. Donc comme vous avez pu le voir, ben là il suffisait pas juste parce que voilà, souvent les premiers challenges, ce qui se passe c'est que complètement string sur ça, voilà, et on a l'ensemble des chaînes qui sont affichables le binaire. Et en général, souvent, voilà, ici on demande le mot de passe, et très souvent, ici on a le mot de passe en question, parce que le mot de passe est tout simplement mis en dur dans le code du programme. Ici, évidemment, j'ai pas fait ça, parce que sinon, le truc aurait été torché en 10 secondes de le montrer en main. Ça a été très intéressant. Ici, on a quand même dû voir qu'on a dû un petit peu reverser le truc pour avoir le mot de passe. Alors, histoire que je vous montre quand même le code en C, hein, donc le code en C, en fait, ça correspondait à ceci. Donc voilà, donc vous voyez qu'en fait, on avait donc, on nous demandait un mot de passe, on avait fget, hein, get, mais la vérification du mot de passe, ce n'était pas directement, donc on ne faisait pas, est-ce que genre c'est la chaîne, non, on comparait genre, voilà, on prenait par ici le premier caractère du mot de passe, on comparait ici à un hexadécimal, etc. Et puis après ici, vous voyez que je m'amusais à faire des petites opérations, voilà. Et vous voyez par exemple ici, on a notamment le premier caractère, c'était x5. Ben, vous voyez que dans le code, généré, l'assembleur, le 27, 27, voilà. Donc, vous voyez par exemple ici que le code d'assembleur, ben, le x5 il ne l'a pas fait, quoi. Il a directement dit, bon, 22 x5 ça fait 110. 110 c'est voilà, c'est n, en hexadécimal c'est 6e, ben voilà, je fais juste, tu compares directement le caractère à 6e. Donc c'est pas parce que vous faites un truc en C que
en assembleur, ça va forcément générer un code qui sera un petit peu, enfin, pas les offusqué, mais il faudra un petit peu reverser ou quoi. Ici, voilà, c'était, j'ai fait une opération de 22 x 5. Le compilateur a dit, moi je m'en fous, je tape directement sur 10, voilà, je fais directement la comparaison avec sur 10, et ta multiplication, tu la mettras là où je pense, quoi. Donc voilà, donc encore une fois, parfois arriver à mettre des protections en place, enfin, après des protections, il y en a des tas. Vous voyez qu'il y a des protections, enfin on verra peut-être plus tard que des protections qui détectent que vous êtes en train en fait d'analyser le truc avec des buggers, etc. Qui vous dit, hé là mon gars, non désolé, mais tu es en train d'utiliser un débugger, moi j'ai pas envie de m'exécuter, etc. Il y a pas mal de protections. Il y a aussi forcément des gens qui font donc, tout ce qui est reversing de malware, bah, pas mal de crypto, donc c'est-à-dire que voilà, vous avez une malware en question, mais chiffré d'une certaine manière, donc vous savez que le truc en lui-même est illisible. Donc il faut déchiffrer, enfin ce qu'on appelle plutôt paquet un paquet. Donc en gros, c'est-à-dire qu'on prend vraiment le code vraiment le code utile du malware et en fait on le chiffre pour qu'il soit tout simplement illisible. Et à l'exécution, en fait, on prend ce code-là et on le déchiffre. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle paquet un paquet, quoi. Euh, voilà, donc il y a plein de techniques comme ça qui vont en fait rendre le code plus ou moins enfin, illisible. Il y aura un travail de déchiffrement avant d'arriver vraiment à du code un peu plus lisible, quoi. Donc voilà, donc ici c'était vraiment un exemple tout simple, tout con, le genre de truc que vous trouverez comme challenge au début. Mais rien que ça vous montre déjà que voilà, on peut pas juste ouvrir le binaire et simplement regarder, ah tiens, ben voilà, enfin, on peut pas simplement afficher les datas affichables et trouver le mot de passe directement, quoi. Là, il faut un petit peu quand même reverser malgré tout. Mais voilà, ça reste largement accessible, je pense, même pour un débutant. Après, voilà, c'est une petite gymnastique à avoir, et puis essayer de comprendre un petit peu. Bon, ici, il y a rien de compliqué, mais voilà, par ici, on a quand même ici, un décalage vers la droite. C'est le genre d'instructions qu'on ne voit pas toujours, quoi. Voilà, add et sub, forcément, ce genre de truc, bon, pas besoin de vraiment d'expliquer comment ça marche, quoi. Mais voilà. Donc, ben voilà, c'est tout pour cet exercice-ci. J'espère que la vidéo vous a plu. Bon, ouais, comme d'hab, n'hésitez pas à commenter, dire ce que si vous n'avez pas aimé. Et, hein, pour une fois, je vous dis, c'était vraiment une vidéo d'intro. Donc, ceux forcément qui font un peu de reverse vont voir ça, vont se dire, bon, bah, ouais, c'est joli, mais ça casse pas trop pattes à le canard. Effectivement, ouais, mais le but c'était vraiment d'introduire le reverse, de montrer un petit peu ouais, voilà, ce que c'est, à quoi en général on est confronté quand on commence à faire des petits challenges de ce type. Donc voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo. Bah, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.